Donc on va reprendre sur la conférence. Donc toujours sur donc l'ufologie en miroir avec la mythologie. Alors on parlait tout à l'heure du mimétisme social. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est que suivant en fait les pays, les phénomènes en fait agissent de différentes façons. Donc en fonction soit du pays, soit de la culture, soit du métier, soit de la psychologie du témoin. C'est là où on peut dire quelque chose de jungien. Il y a quelque chose qui touche l'archétype. Et quand on touche l'archétype, on touche ce côté de l'inconscient collectif. Donc c'est là où on peut se dire il y a des parallèles à faire. Alors, par exemple, il y a ce parallèle à faire. Il y a plusieurs cas. Il y a un cas, par exemple, c'est le 23 mars 1966 à Temple, Oklahoma, où c'est un ingénieur civil de l'US Air Force qui se trouve en face d'un ovni. Mais celui-ci, l'UFO, enfin le pilote, est habillé avec une casquette et il est persuadé que c'est un mécanicien de l'armée. Donc il est totalement en accord avec son métier. Donc c'est là où je parle du mimétisme social ou du mimétisme des légendes. Alors, par exemple, il y a le sauteré. Donc c'est un lutin des Vosges. Donc là, je vais le montrer à l'écran. Voici le sauteré. Donc ça, c'est un cas donc, du 4 juin 1970 à Villers, qui se trouve dans le Doubs. Et donc, ce sont des enfants qui voient ce petit être. Ils lui courent après. Et il se trouve que, justement, eh bien, cela fait appel à la légende des sauterets des Vosges. Et souvent, ils sont représentés avec une houppelande rouge et une sorte de sacoche noire, ou inversement, avec une sorte de bonnet. Donc c'est là que c'est intéressant du côté mimétique, puisque ensuite, dans cette légende-là, parce qu'il y a aussi, par exemple, les cas du même style, à Arc-sous-Cisson, donc il se trouve... il se trouve que c'est en 1967 où c'est trois petits êtres du même style qui sont poursuivis encore par des sortes d'enfants. Et fait curieux, dans les légendes des Vosges, le sauteré, en fait, quand on le surprend dans les fermes, eh bien la grange brûle. Parce qu'on sait très bien que quand on dérange les fées, ou qu'on dérange les lutins, ou qu'on les embête, eh bien ils se vengent. Et il se trouve que justement, dans ce cas de Arc-sous-Cisson, eh bien, la grange a brûlé en 1967, peu de temps après, justement, le phénomène. Alors là, par exemple, il y a le cas aussi je reviens tout à l'heure sur le cas de Marius de Wild, où il a vu ces êtres-là, donc sur la voie ferrée, et en plus, ça a été enquêté par la DST, donc il y avait des traces au sol, on voyait bien que le phénomène donc, a bien eu lieu, puisque le terrain a été vraiment marqué en fait, par le phénomène. Et ce qui est très étonnant, c'est que là, pour une fois, il y aurait un objet qui aurait été retrouvé par le témoin Marius de Wild. Et cet objet, en fait, il l'a caché. Alors, pour une fois qu'il y a quelque chose où on pourrait avoir une preuve, il l'a caché, il a été interrogé par la DST, il a été soumis même à des examens psychiatriques, donc il a été vraiment presque malmené et il n'a jamais révélé en fait où se trouvait cet objet. Donc il y a peut-être quelque chose. C'est Jimmy Dieu en fait qui avait fait l'enquête donc sur ce cas. Il y a des cas donc en miroir, hein, notamment ce cas de Rose Lindsay où
où Jean-Pierre Montel, qui est ici présent dans la salle, a enquêté, à des personnes qui ont enquêté sur ce cas. Donc un cas d'OVNI intéressant, puisque pareil, la personne a vu un phénomène qui agit d'une façon assez absurde, et où en fait l'ufonaute ou le pilote en question lui dit qu'il vient d'un endroit, donc pour elle, il y a quelque chose d'assez mystérieux et mythique. On développera peut-être plus tard. Donc il y a pas mal de cas dans ce style-là. Il y a un cas aussi assez bizarre qui, pareil, est en mimétisme avec la situation du moment. Alors là, c'est carrément à Otoko, donc en 1968 en Bolivie. Et là, il se trouve que l'ufonaute a un crochet de boucher, il a justement, donc c'est un dessin d'Henri Zorcher, il a au-dessus de la tête une sorte de symbole qui rappellera en fait les Atiskas, et puis la situation du moment, la situation culturelle du moment, la situation de guerre, un peu comme les fusées 46 qui sont mimétisées avec l'état de peur du témoin. Et là, en fait, ce phénomène-là, des bottes, on est tout à fait dans de la dictature de Bolivie de l'époque. Donc il y a pas mal de choses sur des cas. Donc pareil, toute cette vague en fait de 1897, toute cette vague de 1954. Là, on va montrer aussi le livre de Pierre Viroudi, donc qui est quelqu'un qui a été des fois un peu ostracisé par l'ufologie, parce que justement, il était un des rares à aborder ce cas du fait que le phénomène, en fait, n'est pas forcément tous les boulons, il y a autre chose, et donc il a des fois été un peu rejeté par la communauté ufologique, parce que déjà dans les années 70, le phénomène, c'était juste, 60, 70, c'est déjà au tout départ, n'était pas pris en compte les RR3, c'est-à-dire les traces au sol, pas les traces au sol, les RR3, le fait que le témoin ait des ufonautes ou dans son champ de vision était mal vu, et après ça a été un peu plus accepté, et c'est devenu après une sorte de norme. Là, on va présenter aussi le livre de Jean Sider, La Grande Mystification. Donc là, c'était aussi par rapport au polymorphisme du phénomène OVNI. Donc il y a pas mal de choses, pas mal de livres intéressants à développer, puisque ces phénomènes ne sont pas forcément abordés dans l'ufologie traditionnelle. Alors, donc on va aborder aussi d'autres cas. Donc il y a tous ces mimétismes, comme on parlait de trains, d'avions, de dirigeables. Alors il y a quelque chose d'intéressant, c'est par rapport à l'affaire Valensole. Donc le 1er juillet 65, par M. Maurice, eh bien il se trouve que au début des années 60, on envisageait que le plateau de Valensole, on y mette en fait des silos de missiles nucléaires. Et il se trouve que le phénomène, on le voit souvent lié justement au nucléaire. Sauf que là, finalement, en fait, à la place de Valensole, on a mis le plateau d'Albion. Alors Albion, bien sûr, il y a des choses étranges qui se passent, parce que c'est quelque chose de mythique au niveau d'Albion. Et là, c'est comme si le phénomène, en fait, servait à l'avance, qu'il y avait quelque chose d'un danger, ou ça précède un danger, et le phénomène est là. Parce que le cas OVNI de M. Mas est un cas d'école dans l'ufologie, et il y a aussi le fait que l'OVNI en fait semble creuser quelque chose dans le sol. Alors est-ce qu'il creuse quelque chose au niveau justement d'une recherche? Alors quelle est la recherche? Ce serait peut-être justement des minerais ou quelque chose, et pourquoi on veut implanter à cet endroit-là, justement dans le sol, quelque chose lié au nucléaire? Donc il y a peut-être un rapport
où le phénomène semble précéder un danger. Alors on retrouve la même chose dans les cas de Mothman de Pointe-Plaisante en 1966, où en fait le Mothman en fait va se présenter juste avant une catastrophe, comme le pont de Pointe-Plaisante, donc en 66. Et aussi, il y a d'autres cas, on voit les Mothman, il est réapparu récemment en 2017 à Chicago. Donc ces cas de Mothman, c'est des sortes on va dire de bêtes ailées, dont a parlé beaucoup Jacques Vallée à l'époque, l'homme mythe. Et donc ce Mothman en fait aura été envoyé, ce serait une malédiction en fait des Indiens pour se venger des Blancs qui les ont conquis, et ont envoyé en fait ces Mothman ou ces êtres d'un ailleurs, pour en quelque sorte les punir. Et il y a des cas de Mothman qui sont apparus par exemple juste avant l'effondrement d'une mine à Freiburg, et la mine en fait s'est effondrée juste après avoir vu cet être-là. Donc voilà, il y a des questions à se poser, par exemple par rapport au cas de Valensole, où ce thème du nucléaire n'est pas tellement abordé, puisque c'est pas quelque chose d'assez connu que le fait qu'il y avait du nucléaire à cet endroit-là ou sur ce plateau, puisque ça a été remplacé par un plateau d'Albion. Voilà. Pour ce qui concerne le mimétisme, il y a des cas comme par exemple un ancien légionnaire qui se trouve donc à Santous, dans les Hautes-Pyrénées, et qui se trouve en face de deux ufologues qui sont habillés pareil en kaki, avec des sacs à dos, et donc il y a un ovni à côté, toujours pareil en mimétisme. Donc il y a toujours ces choses-là qui reviennent. Et je parlais tout à l'heure de Philippe Guillemant, il y a le travail de Jocelyn Morrison, qui s'appelle par exemple l'ultime convergence, qui montre qu'en fait il y a une hyperphysique dans le phénomène ovni. Il y a le fait que le phénomène est protéiforme. Proté, donc c'était le dieu grec en fait qui se moquait des hommes, qui se travestissait, qui se changeait de forme, qui était protéiforme, donc d'où proté, et qui se moque en fait en quelque sorte des témoins. Philippe Guillemant explique qu'en fait le futur n'existe pas en fait d'une manière intégralement déterminée. Donc est-ce que le phénomène ovni utilise en quelque sorte une arborescence des possibles? Est-ce que d'où le fait qu'il y ait beaucoup de synchronicité, d'où le fait que le phénomène semble être toujours là quand le témoin se trouve. Toujours ça paraît par hasard, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de cas en panne, à part le cas de Roswell, et là c'est autre chose. Mais il y a cette on va dire, double causalité. Michel Picard disait « La magie des ovnis n'est rien d'autre que l'éruption d'une hyperphysique dans notre espace-temps. » Ou encore « Le comportement magique des ovnis n'est que l'expression d'une science très avancée qui se traduit par l'émission du futur dans notre environnement. » Donc là, on comprend qu'on rejoint finalement une sorte de réalisme magique de Powell et Bergier, du Matin des magiciens. On rejoint un phénomène qui agit sur les témoins, sur le temps, sur l'espace, et aussi il agit sur la nature. Alors je m'explique, cette histoire d'effet dose. Je vais présenter ici un cas. Alors, il s'agit du cas du robot noir. Alors, je vais le présenter ici. Voilà. Je trouve. Bon, ce robot noir, en fait, est un parallélépipède qui est apparu donc, à Saint-Jean-du-Gard. Et donc c'est le 9 août 1972, Madame X en fait voit au loin une sorte de phénomène ovni qui ressemble justement à une Isetta. Donc on est encore dans cette fameuse Isetta des années 70 qui apparaissait
souvent dans justement l'automobile. Et là, en fait, elle croit avoir une état, mais un peu lumineuse. Et ce qui se passe, c'est que cette Madame X entend des pas bizarres derrière elle. Et elle voit une forme de parallélépipède noir, avec juste, on va dire, 2 ronds blancs à la place des yeux. Et surtout, ce qui transparaît, c'est que la nature paraît comme morte, comme figée par cette chose. Le phénomène, en fait, rend mort tout ce qui l'entoure, et elle a une peur, on va dire, indescriptible, une peur panique, et elle est complètement pétrifiée. Donc là encore, il y a cette idée d'effet dose, et donc l'effet dose qui met le témoin dans un univers où le phénomène semble maîtriser tout, de A à Z, du témoin, du temps, parce qu'il y a des cas aussi où le phénomène apparaît sur des endroits, des routes qui sont très fréquentées, et tout d'un coup le témoin ne voit plus de voiture, ne voit plus rien, et il se trouve qu'il voit ce phénomène ovni, et il ne voit rien autour, il ne comprend pas d'ailleurs pourquoi il n'y a plus d'activité, et il est dans un état second. Et il se rend compte après, quand le phénomène est fini, que tout revient un peu comme avant. Donc il y a ces cas-là, en fait, d'effet, on va dire, du phénomène sur la nature, sur une hyperphysique. Donc c'est vraiment un rêve éveillé, comme disait Pierre Guérin tout à l'heure, c'est ce que je disais, c'est un miroir, en fait. Donc il y a une phase, ce qu'on appelle la phase de collecte, hein, qui revient tout le temps, la phase de collecte, donc dans les années 50, où en fait le phénomène cueille des minéraux, cueille des laitues, cueille des choses qui paraissent communes, ce qui serait normal pour quelqu'un qui viendrait de l'extérieur et qui vient collecter. Sauf qu'en fait là c'est juste une apparence. Voilà. Y a un cas par exemple, le 21 juin 1953, il se trouve en Italie où justement il y a cette phase de collecte, sauf que là ce sont des mineurs qui voient justement des ufonautes qui ont l'air d'être habillés en mineurs et qui font des prélèvements de minéraux. Donc toujours en accord avec soit le lieu du témoin, soit la psychologie du témoin, ou encore le phénomène inconscient. C'est-à-dire qu'il peut très bien penser à quelque chose à ce moment-là, il est angoissé par quelque chose, et finalement le phénomène se traduit de cette façon-là, ou en miroite à son état du moment. Voilà. Donc il y a pas mal de choses à ce niveau-là. Il y a beaucoup de cas qui montrent en fait que le phénomène se joue vraiment de nous, et nous manipule. C'est ce que Jacques Vallée dit, c'est une sorte de système de contrôle. Une sorte de système de contrôle qui tendrait à penser que le phénomène agit non seulement sur le temps, sur l'espace, sur l'inconscient, sur le métier, et aussi parfois des objets volants se présentent de façon, comment dire, ils se présentent de façon à d'autres objets en fait se trouvent au même endroit de la même teneur, c'est-à-dire qu'en fait il y a parfois un dirigeable qui lui ressemble ou un avion qui lui ressemble, et le phénomène semble copier ou précéder l'objet en question. Voilà. Donc il y a beaucoup de questions à se poser. Parce qu'il y a quand même l'idée d'absurdité, il y a une idée que le phénomène semble complètement maîtriser, on va dire, les témoins, et maîtriser, vient-il du futur, vient-il d'un passé, est-ce que le futur et le passé existent, est-ce que ce n'est pas encore quelque chose d'humain, mais il y a tant de questions à se poser, on ne pourra pas répondre à tout, bien sûr. Et voilà, donc c'est un peu
la conclusion, c'est que est-ce que le phénomène a toujours été là, semble-t-il, a toujours été là, mais il semblerait que la mythologie, donc le phénomène agit de façon réitérante depuis des siècles, et il serait temps peut-être de se poser la question en ufologie, ce qui peut aborder, de se poser une question d'un inconscient collectif, dont Jung parlait dans un mythe moderne. Voilà, donc je voulais savoir s'il y a des questions, s'il y a des personnes qui voudraient intervenir. Tout d'abord, merci pour ce long exposé très riche et dense. Merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me faire signe. Raconter vos expériences ou réagir sur la conférence. Peut-être Jean-Pierre Montel veut poser une question. Oui, es-tu un extraterrestre? Ah, d'Aldebaran, peut-être. Non, question non. Je trouve ton intervention très, très dense. Merci beaucoup. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as toute la matière de le livre, vraiment. C'est du charnu. Peut-être nous donner quelques précisions sur ces formidables expériences de la fin du 19e siècle. De 1897. Ouais. Je trouve moi particulièrement fascinantes, puisqu'elles sont avant que le phénomène OVNI soit officiellement connu. Oui, cette période-là est fascinante parce que le phénomène en fait copie quelque chose qui n'a pas encore existé vraiment. Puisqu'il commence en 1897, et ce qui est très intéressant, c'est que justement, il agit en miroir, parce que les pilotes en fait ont l'air de farmers, ont l'air chevelus, ont l'air barbus, et ce qui ne se retrouve absolument pas après, au début du siècle, puisque après coup, en fait, il y a plus ce phénomène des petits gris. Après, il y a le phénomène des grands blonds qui apparaissent, mais est-ce que ce n'est pas encore une mythologie liée à Adamski, bien que les témoins, justement, avaient en tête des noms babyloniens ou des noms de... Voilà. Mais oui, en ce qui concerne cette vague de 1897, elle m'a passionné parce que déjà, elle est mal connue, elle a été peu enquêtée. Il y a peu de personnes, à part Jacques Vallée et Max Shore, qui ont parlé de ces cas. Il y a quand même une centaine de cas. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une grande mise en scène? Est-ce que ces dirigeables ne sont pas des sortes d'hologrammes pour un événement massif, par exemple, comme la vague de septembre 54? Est-ce que ce n'est pas un scénario pour nous montrer quelque chose, et en fait il s'agit d'autre chose, parce que tout le temps, à chaque fois que le témoin se trouve en face de ces phénomènes-là, il est dans un effet d'eau. Souvent, il a un missing time, il lui arrive quelque chose, il ne se rappelle plus. Donc, voilà, c'est assez intéressant là-dessus. Ce serait très très long à développer. On pourra en faire un livre sur cette vague-là. Et peut-être tu peux nous parler de l'affaire de Roselyne C, que tu as enquêté. Un des premiers. Oui, je vais essayer d'être très très court par rapport à cette affaire, parce que il y a très longtemps que je n'en parle plus. Ça a été même la raison pour laquelle j'ai quitté le champ d'exploration de l'ufologie il y a plus de 40 ans de ça. Donc, mais il se trouve que les circonstances font qu'en ce moment on me relance sur ça, puisqu'il y a encore 15 jours on en parlait avec Eric Zurcher, justement, avec qui je travaillais à l'époque, lorsque je dirigeais les cahiers d'étranges à Nice. C'est un cas qui s'inscrit exactement dans la vague des années 50. C'est exactement représentatif de tout ce que tu viens de dire. C'est l'histoire d'une dame qui est dans la région de Nîmes et qui, une nuit, enfin un soir, elle a 20 ans, elle est lavandière, elle monte dans un petit masé qui se trouve dans la garrigue au-dessus de chez elle, et elle amène du linge sur son vélo pour le repasser pendant le week-end. Et elle a ses chiens avec elle. Et elle se couche, et dans la nuit, ses chiens se mettent à aboyer,
Et il se trouve qu'elle se lève, et lorsqu'elle ouvre la porte de sa petite maison de campagne, elle se trouve face à 4 personnes, donc 3 personnes très très grandes, 3 hommes gigantesques, enfin, on va dire entre 2,20 m et 2,50 m, donc habillés dans une forme de combinaison noire qui va correspondre après dans la typologie de Heineck et dans la typologie d'Eric Zurcher, je crois que c'est le type G2, il me semble, ces personnages-là. Ah oui. Hein? Oui, oui. C'est ça. Donc, et il y a un autre homme qui est avec elle, qui se dit être un terrien, un instituteur, qui est parti il y a très longtemps avec ces gens-là, qui a été donc enlevé par ces gens-là, volontairement, hein, et qui vit avec eux sur leur planète. Voilà. Donc à partir de là, dans le lointain, dans son jardin, loin derrière, est posé un énorme appareil qu'elle décrit elle, comme un canotier. Vous voyez ce que c'est un chapeau, un canotier, hein. Donc énorme, une énorme masse noire avant la nuit. Et ces gens vont lui dire, ne vous inquiétez pas, nous venons à récolter des choses, à prélever des échantillons. C'est très marrant parce que c'est exactement la typologie classique de cette époque, quoi. Et donc ils ont des sachets dans lesquels ils ont ramassé des pierres, des morceaux de thym, enfin, des choses extrêmement banales, des choses qu'on ne ramasserions pas nous. Et ils lui disent à un moment donné, par l'intermédiaire de ce terrien, est-ce que vous auriez des livres à nous donner? Et alors elle va dans une petite resserre qu'elle a derrière, dans laquelle elle a des vieux magazines, genre l'écho de la mode, en fait, ces bouquins qui existaient à l'époque, dans les années 50, dont certaines, dit-elle dans son témoignage, sont bouffés par les rats, quoi, complètement. Et elle dit, mais je veux bien ça, mais je n'ose pas vous le donner. Si, donnez-nous-le, ça nous intéresse beaucoup. Et donc, ils sont partis en prélevant ce genre de truc. Et en partant, l'entrevue dure 2 à 3 heures, et en partant, ils lui disent, alors ils lui donnent énormément de conseils sur l'écologie, enfin, sur ce que nous appelons aujourd'hui l'écologie, donc sur le fait qu'on massacre la terre, etc., etc. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que il lui propose de partir avec eux. Et elle dit non, pas question, elle a très peur. Il dit non, on ne vous amènera pas de force. Mais, et le terrien qui est avec eux lui dit, mais moi, il y a plus de 20 ans de vos années terrestres que je vis chez eux, et je suis très très bien, et je ne reviendrai pas pour rien au monde, je reviendrai. Quand on a connu le paradis, on n'a pas envie de revenir en enfer, dit-il, hein, entre guillemets, voilà. Donc cette affaire se passe, et cette affaire est connectée à un phénomène architectural qui se trouve à cet endroit, qui est ce qu'on appelle une capitelle, c'est-à-dire vous voyez une maison de pierre sèche, il y en a beaucoup dans le coin ici, et qui a une forme très particulière, qui est pointue, et qui semblerait, depuis très longtemps, émettre un certain nombre d'ondes et poser un certain nombre de problèmes. Alors, on va en rester là de l'histoire, parce que l'histoire a une suite, donc une suite qui fait que la personne en question, je l'ai enquêtée pendant 1 an, au rythme d'1 journée par semaine, et je suis le seul actuellement à détenir la totalité de documents d'époque, y compris des dessins faits de sa main, et y compris 32 heures de bande magnétique de témoignages que j'ai juré de ne jamais publier, et qui sera, je pense que ces documents, je les remettrai probablement entre les mains du Sceau, hein, qui est la structure qui actuellement est à capacité de garder pendant 30 ou 40 ans des documents avant de les dévoiler. Parce que c'est ma parole que j'ai donnée dans la mesure où j'étais parti pour écrire un livre sur la question, que j'ai écrit d'ailleurs, puisque j'ai le manuscrit aussi. Je l'ai amené dans un certain nombre de laboratoires, donc à Paris, notamment à la faculté de sciences d'Orsay. On l'a fait subir un certain nombre de tests, parce que cette femme a été sujette à un certain nombre de phénomènes physiques, physico-psychiques, pendant que j'enquêtais sur elle. Et c'est ainsi qu'elle a vu son doigt de la main droite, son majeur, poussé de 1,5 cm en l'espace de quelques mois. Et puis, lorsqu'on lui posait un certain nombre de questions, il lui suffisait qu'elle actionne le lieu de la glande pinéale pour répondre à peu près à toutes les questions. Et elle répondait en écrivant en écriture cursive de droite à gauche à n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, nous l'avons travaillé avec... je l'ai présenté à mon ami qui était le professeur Jacques Aravatin, qui était un grand spécialiste de physique à Orsay. On a fait faire
beaucoup d'examens avec son assentiment. Hein. Et elle s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose absolument phénoménal derrière cette affaire. Mais moi, j'ai été très perturbé parce qu'à la fin, et je conclue avec ça, cette femme a été sujette à des phénomènes pendant pratiquement les 8 mois qui ont suivi, les 3 premiers mois d'enquête, où elle faisait des sortes de, ce qu'on appellerait des sorties astrales, si vous voulez, etc. Où elle se trouvait dans un lieu où elle visitait des choses, après, etc. Avec un guide compagnon. C'était complètement incroyable, avec des interférences dans la réalité. Et un jour, j'ai surpris une falsification dans ce qu'elle m'a dit. Une falsification extrêmement précise au bout de pratiquement une année d'enquête. Et à partir de là, j'étais très jeune à l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne réagirai pas de la même manière, surtout depuis qu'on sait tout ce qu'on sait sur les phénomènes dont a parlé Mike tout au long de sa conférence, c'est-à-dire les phénomènes quand il dit tout le temps, le phénomène semble se jouer des témoins, etc. Donc, ces phénomènes d'interaction entre le témoin et quelque chose, on sait que la dimension psy est complètement capitale dans les phénomènes ovni et tout ce qui est apparenté. On sait aussi, et il aurait pu en parler, mais parce que c'est un cousinage, on sait aussi qu'on retrouve les mêmes types de phénomènes dans les phénomènes de la hantise, par exemple, où on a l'impression que les entités se moquent à un moment donné des personnes, etc. Et qu'on a ça dans plein de quand on touche un peu à ces domaines pendant pas mal d'années, on découvre qu'il y a des connexions. Bon, mais c'est trop long d'en parler. Quoi qu'il en soit, moi j'ai décidé d'arrêter à ce moment-là, et ça m'a énormément posé de problèmes, ça m'a posé y compris des problèmes personnels pendant très longtemps, j'en parlais avec Eric il y a quelques années. À l'époque, j'étais en communication, je connaissais assez bien tous les gens que tu viens de citer, malheureusement par mon grand âge, je les ai tous connus. Jacques Vallée aussi. Jacques Vallée, Michel, Louis Powell, c'est Jacques Berger, je les ai très bien connus évidemment. Jimmy Vieux, avec qui j'ai fait 3 ans de conférences en commun, hein, donc on fait des amis de longue date. Et de ces rescapés de ces époques-là, il n'y a plus qu'à que Guitarade, qui est encore là, en fait, qui pourrait témoigner de ce que je dis, puisqu'il a été témoin de toute cette affaire. Voilà, moi j'ai décidé d'arrêter, je suis passé à autre chose dans ces domaines-là, parce que j'ai touché quelque chose dont je ne peux pas dire quelle était la substance exactement. J'ai touché vraiment cette dimension auquel tu as fait allusion, parfois d'une manière humoristique, mais qui n'est pas tellement drôle que ça quand on approche d'un peu près. Voilà. Et je précise par ailleurs que je suis quelqu'un qui a un peu les pieds sur terre, hein, qui a un certain background sur le plan aventure, donc je ne suis pas un pigeon de l'année, comme on dit, hein, dans ces domaines-là. Mais là, je dois dire que parfois, on se heurte à plus fort que soi et à quelque chose qu'on ne connaît pas très bien. Donc je suis passé à autre chose. Maintenant, je suis devenu un spécialiste d'autres spécialités. Voilà. Merci beaucoup. Et oui, justement, pour corroborer, là on voit le livre de Jacques Vallée avec les différents masques que le phénomène utilise. Alors des masques diaboliques, de démons, comme dans l'affaire Zalotti, ou des masques de petits gris, pour les petits hommes verts, il y en a très peu, il n'y en a pas. Et aussi le fait que, par exemple, les pilotes disent à une époque où il était encore possible de croire qu'ils pouvaient être de Mars, ils disent qu'ils sont de Mars. Après, on voit qu'on peut y aller, donc ils disent on est de Vénus. Et après, ils montrent qu'on vient de Zétéréticuli. Après, on va plus loin. Tout le temps, il y a ce phénomène où les pilotes ou les êtres en fait se moquent en fait des témoins et leur montrent une falsification en fait de ce qu'ils imaginent en fait. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je vais poser une question qui n'a absolument peut-être rien à voir. Mais pensez-vous que les autres là nous ont pas clonés et que en fait nous sommes qu'une expérience et que par rapport à cette expérience, nous on doit découvrir qui nous sommes vraiment par rapport à nos âmes? Tout est possible, hein, c'est un champ des possibles. On a pu très bien être leur création, comme toute la mythologie des Anunnaki.
Ils peuvent être nous-mêmes dans le futur. Il y a même l'idée que aussi notre cerveau ne sait pas à quel point il a de possibilités de créer des choses. C'est-à-dire qu'on pourrait carrément créer ce phénomène, créer des traces au sol, créer un univers propre à notre imaginaire. Est-ce que c'est, on va dire, le phénomène qui copie notre imaginaire, ou est-ce que c'est notre imaginaire qui crée un phénomène? Alors le clonage, pourquoi pas? Tout peut être possible. Je me base un peu sur ce que l'homme a fait. Il a testé à cloner. Et vu qu'il prend beaucoup d'exemples sur tout ce qui existe déjà, alors pourquoi pas? Ça peut être une hypothèse, effectivement. Merci. D'autres questions? Là. Bonjour, j'ai une petite question en rapport avec une remarque que vous avez faite tout à l'heure par rapport au lien entre la population du Rif marocain et les Atlantes. Cette population elle a comme particularité d'avoir le rhésus négatif, Oui. comme le basque, comme la population basque. Européen. Européen, tout à fait indo-européen. Et voilà. Existe-t-il un lien avec les Atlantes? Parce que quand on fait des recherches sur le rhésus négatif, on a vraiment très peu d'informations fiables. Voilà. C'est possible, hein. On sait que le rhésus négatif, certaines personnes vivent beaucoup plus longtemps. On sait qu'il s'agit aussi de Basques, d'Indo-Européens. C'est vrai que c'est lié aux gens du Maroc, le 924, hein, l'histoire du Rif. C'est très intéressant. Est-ce que ce sont des Atlantes? Est-ce que ce sont ces mêmes Nordiques dont on parle, ou les grands blonds d'Adamski? Ça peut être beaucoup de choses différentes. Même Jacques de Mayeux avait parlé de ça, donc l'agonie du dieu soleil, en son temps. Donc, oui, est-ce qu'il s'agit de ces mêmes Nordiques ou hyperboréens? C'est peut-être possible. Jean Mabir avait parlé de ça, le soleil retrouvé des hyperboréens. On revient avec une idée de la Tulée, de la Terre creuse et de toutes ces choses-là. Ça peut être possible. Effectivement, ce mélange ou ce mariage, on va dire, entre des Atlantes et des humains, on en revient au Néphilim, en fait, on en revient à la doctrine secrète de Blavatsky, où elle parlait des 7 races racines. Donc il peut y avoir plein de choses liées à cela. Merci. Je peux juste rajouter là-dessus. Oui, En fait, je après, ne devrais pas avoir besoin du micro. Les gens qui font C'est juste que moi, j'ai fait mes recherches là-dedans parce qu'ils ont fermé le Genome Project, Human Genome Project. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est le projet génome humain que des Français. En fait, maintenant, on n'arrive plus à trouver tout. Mais en fait, les Français, ils ont trouvé plein de traits dont ils ont étudié. Une fois qu'ils ont trouvé, ils ont tout fermé. Alors, les réponses à ça, je pense, on aura si on arrive à trouver des informations, enfin un peu plus de réponses à ce qu'ils ont trouvé dans ce projet qu'ils ont fermé en 2011, 12, je crois. Et c'est les Français qui ont fait les recherches, c'est les Français qui ont vraiment remis en question notre ADN et ce qu'on nous a expliqué sur notre ADN. Et à la fin, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont dit que c'est pas possible que tout cet ADN, en nous, les poubelles déjà, il n'y en a pas de poubelles du tout, et qu'en fait, l'ADN est tellement forain qu'elle ne vient pas de cette terre. Donc, on a l'ADN de cette terre, on a plein de choses de cette terre dans les recherches que j'ai vues. Ceci dit, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et à ce moment-là, ils ont fermé le programme. C'était ma connaissance. Donc, je voulais juste parler de ça parce que ça tombe maintenant. Merci. Merci pour le partage. Merci. Il y a juste un cas dont je n'avais pas parlé, qui est un cas où ça pose une question, je veux dire, au niveau de la métaphysique. C'est des scénarios montés. Par exemple, il y a un cas, c'est printemps 1954 à Gorbio, dans les Alpes-Maritimes, en fait. Un témoin entend, donc il va vers une ferme, et puis il entend des personnes en fait qui ont l'air de parler dans la ferme, et en fait il travaille sur de l'alcool frelaté. Et il se trouve que bon, il rentre il est tout seul, hein, il rentre dans la ferme, et puis il voit un être un peu plus grand et un autre plus petit.
Et le plus petit, en fait, a un voile sur le visage, et le témoin est complètement, tout d'un coup, paralysé. Et le témoin se rend compte que le petit être, en fait, soulève son voile et lui montre un visage assez horrible, en lui montrant bien son œil qui est complètement déstructuré. Et donc il ne comprend pas pourquoi il lui montre ça. Quelle est la signification? Sauf qu'il y a ce même cas, en fait, en 1950, été 1950, à Vincent, donc village rural de l'Abitibi en Canada. Et il se trouve que le témoin, pareil, va dans une grange, et puis il voit il entend des êtres qui travaillent sur la bagosse. La bagosse était un alcool illicite. Et donc il rentre dans la grange, et puis pareil, il est paralysé complètement par le phénomène. Et puis un des êtres, il y a un plus grand et un plus petit, et un des êtres soulève son voile et lui montre son œil, et lui montre une larme brune qui coule. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est quelque chose de métaphysique? Ils ne peuvent pas le montrer par la parole, mais ils le montrent par une autre façon de dialogue ou de langage. Donc là, c'est une sorte de... On est encore dans cette idée de mythe moderne où le phénomène peut-être ne peut pas s'adresser à nous d'une façon directe, mais indirecte par les mythes ou par quelque chose de mimétique qui correspond soit à son mental, et là il se trouve que c'est à 4 années de différence et il y a le même scénario exactement. Donc ça c'est intéressant. Je voulais juste parler de ce cas qui en fait on remet en question que le phénomène est un hasard, et en fait tout est organisé derrière. Il y a vraiment une organisation secrète dont parlait peut-être Kirk, la République mystérieuse. Merci. D'autres interventions? Il nous reste à te remercier pour cette magnifique conférence. Merci Mike. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.